Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le retour d'Alexandre, ça fait plaisir de te voir sur la chaîne. Merci Clément, oui, merci de me réaccueillir. Je crois Bah qu'on oui. a eu chacun beaucoup de messages en Exactement. demandant que je revienne Ouais. sur ta chaîne, donc c'est avec plaisir que je reviens te voir. C'est ça. Et donc aujourd'hui, on va justement parler de vente aux enchères, enfin du fonctionnement d'une vente aux enchères, comment vendre une montre lorsqu'on souhaite passer par une vente aux enchères, les frais qui sont liés aussi à ça. Et quand on achète une montre via une vente, qu'est-ce qu'il faut vérifier, les erreurs à ne pas commettre, etc. Et il y en a beaucoup. C'est vrai, donc mais t'étais la personne la mieux placée. Il paraît que c'est mon métier. Voilà. Donc tu vas répondre à ces questions. Mais la première question, comment se passe, comment ça se passe une vente aux enchères? Alors le procédé de A à Z, tu as les ventes, ce qu'on appelle volontaires, les ventes judiciaires. Les ventes judiciaires, on va la faire très vite, c'est une entreprise qui a été liquidée, etc., une horlogerie qui ferme, une bijouterie qui ferme, un commissaire-priseur judiciaire, devenu commissaire de justice depuis la nouvelle fusion, fait un inventaire des biens de la société, du stock, tiens, il y a une montre Tissot, une montre machin, etc., et on les vend aux enchères publiques judiciaires. Les frais judiciaires pour acheter sont moindres, ils sont à 14,28% TTC. Ok. Voilà, ça c'est la partie judiciaire. Des montres en partie judiciaire, sauf vente du Crédit municipal de Paris et les autres crédits municipaux et des domaines, c'est pas le plus grand marché, c'est très minime. Si ça représente 10% du marché des montres de collection vendues aux enchères en France, c'est le grand maximum. Le plus gros marché, c'est ce qu'on appelle les ventes volontaires. C'est que toi, particulier, collectionneur, tu veux vendre volontairement un objet. Ok. À ce moment-là, tu te rapproches d'un commissaire-priseur qui va être assisté ou non d'un expert pour dire voilà, ça vaut tel prix, on peut le mettre, voilà l'estimation, voilà quand est-ce que ça va être vendu, on vous conseille de le vendre pas forcément à une période donnée ou ça peut être à une période donnée, avant la Saint-Valentin, au mois de juin, au mois de septembre, au mois de décembre, etc. On convient ensemble donc d'une estimation. Ok. Alors le but du jeu, quand tu fais une expertise, quand tu es expert et aussi commissaire-priseur, mais plus particulièrement expert, tu essayes de trouver, moi ce que je dis toujours, c'est une estimation attractive et raisonnable. Attractive, il faut que tu fasses venir du monde. Je dis par exemple un objet qui vaut 4000, je pense que ça fera 4000, il faut l'estimer entre 3 et 5000. Pourquoi si tu l'estimes à 4000? Parce que déjà le prix il est déjà arrivé. Dans notre métier, ce qu'on appelle arrivé, c'est-à-dire que ça va être son prix final. Et le but, en fait, c'est de se dire, si on l'estime 3,5, tu vas faire venir du monde. Et en fait, le but du jeu dans le vente aux enchères, c'est un prix Nobel d'économie qui a eu son prix Nobel d'économie justement sur le marché des enchères en disant, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande le plus sain au monde. Ok. Pourquoi? Tu es dans une boutique physique, tu as un prix qui est affiché, c'est décidé par le boutiquier. Bah oui. Voilà. Là, on va, nous, en tant qu'experts et commissaires-priseurs, on va donner une fourchette, les choses sont libres, et les gens vont lever la main, passer le téléphone, voilà, et on va juger, les gens vont acheter en fonction de combien ils considèrent qu'ils peuvent mettre ou veulent mettre pour un objet. Donc, les ventes aux enchères publiques sont le lieu, dans le monde, le plus sain pour connaître la vraie valeur d'un objet. À ce moment-là, une fois qu'on a décidé donc de ce prix attractif pour faire venir du monde, le but du jeu, il faut que les gens se battent aux enchères. Donc il faut que tu aies au moins 2, 3, 4 personnes qui viennent et disent « Oh, c'est pas cher votre objet, allez, 2500, 3000, 3200, 3400 et ça va monter. » Et on va arriver à ce qu'on a à peu près, moi je dis toujours aux clients, allez, ça va faire il faut l'estimer entre 3 et 5, ça fera autour de 4, mais si on met 4, il n'y a personne qui vient, si on met 3, les gens vont se battre et ça va faire 4, et tu peux avoir une surprise, tu peux faire plus. Ouais. Il y a un petit truc supplémentaire pour vous rassurer en tant que vendeur, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un prix de réserve. Un prix de réserve, c'est-à-dire que on ne vend pas pour vous, puisqu'on est tous dans le même bateau, commissaire-priseur, expert et vendeur, plus on vend cher, étant donné que nous sommes commissionnés, à un pourcentage, plus le vendeur vend cher, plus l'expert et le commissaire-priseur vont avoir une commission. Donc on a tout intérêt à faire des bonnes fiches, des belles photos, de la bonne communication, faire venir du monde et que ça se vende plus. Donc on est tous dans le même bateau. Il y a un prix de réserve. Le prix de réserve en France, et on note la nuance en France, le prix de réserve en France ne peut pas être supérieur légalement à l'estimation basse. Autrement dit, pour un objet estimé entre 3 et 5 000 euros, votre prix de réserve est forcément maximum de 3 000. Ouais. Ça veut dire qu'en dessous de 3 000, on ne vend pas.
Si on commence l'objet, toujours, nous, en expert, commençons à 2500, 2500, 2600, 2700, 2800. On prend des enchères. Si à 2800, par exemple, ça s'arrête et qu'on n'atteint pas les 3000, on ne vend pas. Ok. La pire des choses qui puissent vous arriver en vente publique, quand vous avez un prix de réserve, c'est de vendre plus cher. Sympa comme jeu, non ? Tu peux faire que vendre plus cher. Voilà, en tant que vendeur. Voilà. En tant qu'acheteur, vous pouvez acheter beaucoup plus cher, ça c'est encore mieux pour tout le monde, mais ne vous inquiétez pas. Pour les vendeurs, il faut se sécuriser. Vous avez un prix de réserve convenu par avance qui vous sécurise que votre objet ne sera pas bradé. Ok. Voilà. Quand tu me parlais des frais, par exemple, il y a des frais, les frais, ce qu'on appelle vendeur pour le vendeur. Les frais vendeurs, c'est à la discrétion du commissaire-priseur. C'est-à-dire qu'en fonction de combien vous allez avoir de l'eau en volume ou en valeur, il y a des frais vendeurs qui ne sont pas les mêmes. Si vous avez une très très grosse collection, comme on sait qu'il va y avoir plus d'argent en jeu, on va diminuer un peu les frais vendeurs. S'il n'y a qu'un seul objet, on a autant de travail pour un seul objet, les frais vont être des frais normaux. On oscille, nous, dans notre métier, entre 10 quand c'est une très grosse collection et 20%. Okay. De frais acheteurs. De frais vendeurs, pardon. Les vendeurs sont ça. Les frais acheteurs, c'est-à-dire que l'acheteur paye en plus du coup de marteau, paye entre les ventes judiciaires, c'est 14,28, les moins chers en province, ils souhaitent à 18,20, et aujourd'hui, à Drouot, ou chez Christie's, Philips, Sotheby's, Antiquorum, etc., hors frais d'importation si vous achetez à l'étranger, on est à Paris autour de 25-30%. 25%. Mais vous avez une sécurité parce que souvent ces ventes-là, elles ont des ventes avec des experts. Les experts s'engagent sur 10 ans sur tout ce qui ont été écrit. On engage leur responsabilité, etc. Donc vous avez une plus grande sécurité d'acheter avec un expert que dans une vente où il n'y a pas d'expert et que c'est juste le commissaire-priseur. Oui, donc c'est payé un peu plus cher, mais vous avez une sécurité, une tranquillité. Et votre bordereau, c'est donc la facture que le commissaire-priseur vous envoie. Votre bordereau acheteur vaut comme sur une garantie, vaut comme un certificat d'authenticité. Plus vous allez mettre de choses dessus, plus vous allez plus c'est un plus, voilà, okay. Plus ça va être précis, plus ça vous êtes opposable. Voilà, okay. Moi j'écris beaucoup, ça me joue pas de tour pour l'instant, mais j'écris beaucoup. Moi maintenant je mets les condition reports dans les fiches. Inscrit au PV des commissaires-priseurs en disant la montre fonctionne, la montre ne fonctionne pas, prévoir une révision, une rayure sur le verre, une rayure sur le boîtier, etc. pour donner aux gens qui ne peuvent pas se déplacer, puisqu'aujourd'hui les ventes sont énormément dématérialisées. Ouais, bah oui. Hier, je faisais une vente. On a des retours comme les présentateurs de télé, si tu veux, on a 2 retours pour Interenchères, pour Drouot, et on voit le nom des gens s'afficher et on voit les pays. Bah là, tu vois, sur un lot, j'avais 4 pays. J'avais la France, la Belgique, la Suisse et l'Allemagne. Et ils sont jamais venus à Paris. Oui. Donc plus tu fais des belles photos, plus détaillées, plus tu fais des fiches complètes, plus tu fais un rapport de conditions précis, avec un peu, pas le prestige entre guillemets, mais le sérieux de l'expert, tu peux acheter depuis le monde entier des montres. Ouais. Des montres. Ouais. Voilà. C'est ça qui sécurise les gens. Ok. Et puis pour la partie du coup achat, maintenant, comment bien acheter sa montre, quels sont les points qu'il faut vérifier, parce qu'on sait qu'avant qu'une vente aux enchères ait lieu, je crois que c'est ce qu'on appelle un vernissage. Alors toi, je t'ai invité à un vernissage, oui. En fait tu as une exposition. Voilà, pour pouvoir les prendre en main. Voilà, alors en fait notre métier, je le répète à chaque fois, je suis un vieux monsieur qui commence à répéter beaucoup, notre métier c'est vente aux enchères publiques. Le mot le plus important quasiment, c'est public. C'est-à-dire, les expositions sont publiques et gratuites. Vous demandez des photos supplémentaires, un rapport de conditions détaillé, c'est ouvert à tous, c'est gratuit, etc. Il y a des expositions, normalement c'est 1 ou 2 jours avant, pour pouvoir prendre les objets en main. Donc, c'est comme si on faisait un pop-up store, si tu veux, pour que les gens puissent se déplacer, puissent les voir, etc. C'est pour ça que la vente est dite publique, parce que c'est ouvert à tous. Ok. Voilà. Évidemment, il faut les prendre en main. Il y a plein de gens. Oh là là, j'adorais cette montre sur. Je l'ai vue sur Insta, je l'ai vue sur les forums, machin. Tu la mets au poignet. Voilà. T'as plus le. Il y a plus le. T'as plus l'éclair de génie. Enfin, t'as plus le truc qui te plaît. Et c'est hyper important.
Et tu es venu la dernière fois où je t'ai convié sur une expo, c'était je crois que la vente Omega. Ouais, tu as de plus en plus de jeunes, et je suis hyper heureux parce que c'est mon créneau. Moi, je suis pour que les jeunes, même pour des trucs à 100 balles, 200 balles, viennent, parce que ça vous fait découvrir l'horlogerie non plus virtuellement, mais physiquement. Et c'est le plus important. La dernière fois, dans une vente, c'était des petites choses à 50, de 50 à 400 euros. Avec la commissaire-priseur, j'ai dit, attends, viens, on fait une expo le samedi matin. Comme ça, les gens sont plus disponibles. On a payé le café, le pain au chocolat, les croissants. Les gens sont venus. On a plus de 50 personnes qui sont venues. Et on a pu discuter, échanger. Voilà, ça, c'était ces montres-là. Tu la connais pas, c'est normal. C'est mort dans les années 70 à cause de la crise du quartz, etc. Tu trouves pas d'infos. Mais je te dis que c'est bon parce que si, regarde ce qu'il y a dedans. C'est un 77-34. Et on échange. Et en fait, cet échange-là, avant, il n'y avait pas. Pendant le Covid, il n'y en avait plus. Et depuis quelques mois, on retrouve cet échange-là. Et c'est échanger avec l'expert, avec le commissaire-priseur, qui peut te permettre de dire tu sais, cette montre-là, tu fais gaffe parce qu'elle est un peu fragile. Donc, si tu es un peu sportif, que tu veux faire ton jogging avec, c'est compliqué. Et c'est ça les points, si tu veux, les erreurs à ne pas commettre dans les enchères. Il faut demander, nous, en tant qu'expert et commissaire-priseur, on est là pour vous aider, on est là pour vous aiguiller. Ce que je dis toujours quand j'ai passé mon concours d'expert, c'est qu'on a certes un rôle d'expertise, mais aussi on a un rôle de conseil. On a un rôle de pédagogie. Tu sais, si tu fais du golf, vous savez, cher monsieur, si vous faites du golf, évitez la Patek à quantième. Ça coûte un peu cher à réviser. Par contre, la flic-flac, c'est top. Bon, par contre, dans le dîner en ville un peu mondain, évitez la flic-flac, prenez la Patek. Et tu vois, c'est des choses où il faut faire rire les gens, il faut faire sourire les gens. Il y a plein de gens qui vont dans des boutiques avec des gens qui sont corsetés comme ça. Oui, alors le mouvement, machin. C'est pas ça. Les gens, ils veulent du fun. Ils veulent, le truc de bon ami, c'est hey mec, ça c'est bien pour toi. Et c'est bien pour toi, c'est pas parce que ça vaut 200 balles ou 5000. Parce que tu t'échanges avec la personne. T'aimes quoi comme sport, tu vis quoi, t'es plutôt jean basket, t'es plutôt costume cravate. Et on essaye de parler avec la personne. Si on trouve quelque chose qui lui plaît dans la vente, on l'aiguille. Sinon, on lui dit, tu sais, on en aura d'autres dans l'année, etc. Reviens nous voir, etc. Suis-nous sur Insta, demande-nous des trucs par mail, etc. On a vraiment un rôle de conseil. Est-ce que tu peux nous donner quelques tips sur ce qu'il faut vérifier avant d'acheter, mais des tips globaux, quoi. Alors, déjà, première chose, les montres, comme les voitures, comme les appareils photo, je salue une consoeur qui m'a expliqué ça aussi, ce sont des objets mécaniques vivants. Donc il faut voir si leur fonction fonctionne. C'est un néologisme, mais est-ce que la fonction fonctionne? Première chose, vous la prenez en main, la montre, vous vérifiez qu'elle fonctionne. Si vous la remontez, si vous voyez que la tige de couronne elle n'est pas pétée, etc., que ça remonte, que la montre se lance, vous vous dites, il y a un peu moins de boulot que si la montre elle ne fonctionne pas. Il faut toujours se dire, il y a potentiellement, sauf si elle est vendue avec une papier de révision ou alors elle est encore sous garantie, pour une montre moderne, il faut se dire, dans une montre, il y a, en fonction de la complexité, une 2 aiguilles, un chrono, un quantième, il y a 200, 400, 500 euros de révision. Un bracelet sympa à changer, etc. Donc il faut que dans votre budget et dans votre tête, ce n'est pas juste le prix du marteau plus les frais, mais il y a peut-être des frais annexes de restauration, de révision, de changement de bracelet, etc. à prévoir. Mais déjà, si la montre elle fonctionne, si tu vois pas que le verre est cassé, qu'il y a de gros pocs sur le boîtier, que le bracelet est à peu près correct, ou tu sais que c'est un 18 et que tu as déjà un bracelet 18, ça te fera de moins de cher à faire, etc. Déjà, c'est de l'achat de bonne intelligence et de bon père de famille, entre guillemets, comme on dit. Elle fonctionne? Elle fonctionne comment? Est-ce que tu peux pas tout savoir? On peut pas passer toutes les montres au timegrapher. Est-ce que cette montre-là, elle perd beaucoup de temps? Est-ce qu'elle perd pas beaucoup de temps? Est-ce qu'on est peut-être plus indulgent sur une montre qui a 70 ans, qui n'était pas COS, plutôt qu'une Rolex qui a 6 mois et elle est censée être au standard et aux normes du COSC? Tu vois? Mais en tout cas, il est toujours à l'idée qu'il y a toujours un petit budget de 100, 200, 300 euros derrière une vente publique pour faire une révision. Attention, la révision, elle est peut-être pas nécessaire le lendemain de votre achat. Si elle fonctionne, la montre, et une montre mécanique qui a 50 ans, si elle fonctionne et qu'elle prend 20 secondes par jour, c'est pas grave, c'est normal limite. Si vous avez une montre de plongée
moi je les ouvre toutes les montres. Donc si vous avez une montre de plongée, là elle est plus étanche. Je te dis une bêtise, hein, si tu achètes une montre en septembre, tu sais que tu vas aller, tes vacances c'est le mois de juillet, t'es pas obligé de la faire tout de suite ta révision, ou ton étanchéité. Tu peux attendre 2, 3, 4 mois, juste avant de partir en vacances pour te refaire ton étanchéité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, okay. Donc c'est pas le truc immédiat juste derrière, ça peut être la révision peut être étalée dans le temps, etc. Voilà. Puis ça dépend ce que t'en fais. Voilà. Si t'achètes une montre de plongée pour te laver les mains, t'as peut-être pas besoin de refaire une étanchéité à 200 mètres. Ça c'est clair. Voilà. Mais en règle générale, tu la prends en main, tu la regardes. Aujourd'hui, on vous fait des photos comme vous voulez, on vous les envoie par WhatsApp, on fait des vidéos. On a l'habitude de ça. On a l'habitude que les gens ne viennent pas forcément. Donc on a l'habitude de faire beaucoup de photos, de faire beaucoup de rapports de conditions. Et on vous donne comme si, c'est comme si tu étais sur Chrono, comme si tu étais sur eBay, comme si tu étais sur toutes ces plateformes de vente entre particuliers ou entre professionnels. On vous donne ces infos-là, il ne faut pas avoir peur de nous les demander. Vous nous envoyez un petit mail, vous m'envoyez un truc sur Insta, vous m'envoyez un truc sur WhatsApp, je réponds. Donc voilà, mais oui, il faut considérer qu'il y a un petit peu de travail derrière. De temps en temps, il y a un petit peu, pas tout le temps, de temps en temps, vous avez des révisions à faire derrière. Si moi, demain, je décide de vendre une montre via une vente aux enchères, comment ça se passe? Alors, c'est tout simple, j'allais dire. Les commissaires-priseurs, on fait souvent des journées d'expertise avec donc, des experts. Et pendant cette journée-là, vous venez, vous prenez rendez-vous ou sans rendez-vous, ça dépend les maisons de vente. Et vous allez avoir un expert devant vous qui va vous dire pour n'importe quoi, un tableau, un meuble, etc., n'importe quoi. Et en monde, voilà, vous venez, je vais regarder la pièce, je l'ouvre, je prends tous les numéros de série, j'essaye de faire une datation, etc. Et je vais vous dire, au regard de son état, je pense que ça vaut entre temps et temps. Et donc, déjà, on peut vous donner gratuitement, lors de journées d'expertise, une estimation de la valeur de votre pièce, si elle passait en vente publique. Voilà. Donc, et ça, c'est gratuit. Et si vous voulez retrouver ça, comme j'ai la chance d'avoir plusieurs maisons de vente à peu près un peu partout en France, allez suivre. Vous me suivez sur Insta, je mets des fois le calendrier et puis même souvent quand vous avez votre commissaire-priseur de votre ville, vous l'amenez, vous lui montrez, il fait des photos, il l'envoie à moi si je travaille avec lui, avec des confrères s'il travaille avec d'autres confrères. Et sous une semaine, 10 jours, on vous donne une réponse, et comme ça vous êtes fixé sur une idée de ce que peut faire votre montre ou n'importe quel objet en vente publique. C'est aussi simple et c'est gratuit. Ouais, donc n'hésitez pas. Et allez suivre Alexandre aussi sur son Instagram, je vous mets le lien dans la description. Et puis merci à toi. Merci à toi Clément. Pour tous ces conseils, donc j'espère que ça vous servira pour tous ceux qui sont intéressés sur les ventes aux enchères, et même pour se faire une culture, mais de manière générale. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche si vous voulez découvrir d'autres vidéos que l'on a fait ensemble. Et je vous dis à la prochaine. Salut!